À la fin de cette histoire, vous saurez que vous possédez des trombones dans votre bureau, des trombones qui peuvent valoir 50 000 euros. Cette histoire, c'est une histoire vraie, celle d'un certain Kyle MacDonald, un Canadien de 26 ans, qui s'est lancé un défi fou, qui, à partir d'un trombone, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pourrait obtenir de plus valeureux suite à des échanges successifs avec des gens qu'il pourrait croiser. Alors il a commencé par échanger ce trombone avec un stylo, puis avec un bouton, puis avec tout un tas d'objets pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il réussisse à obtenir des objets de plus en plus valeureux. Il a réussi à obtenir comme ça une après-midi avec un acteur. Il a réussi à obtenir une maquette. Des objets toujours plus valeureux et qui étaient beaucoup plus chers que son trombone dans le cadre de ce défi. Oui, mais voilà, il fait l'erreur à ne pas faire. Il échange cet après-midi avec cet acteur avec une boule à facettes. À partir de là, lui-même s'est dit que c'était terminé et qu'il allait devoir abandonner son défi. Il a eu la chance de tomber sur une personne, un collectionneur de boules à facettes, qui lui a échangé cet objet contre une place dans un film. Et lui, très malin, on est à peu près à 11-12 mois. Il échange cette place dans un film contre une maison de 50 000 $. Cette histoire, elle est vraie, mais elle aurait pu être racontée comme ça. En fait, c'est l'histoire d'un Canadien et en fait, le mec, il avait un trombone et à la fin, il a réussi à obtenir une maison. Avec son trombone, en fait, il a fait des échanges et à la fin, il a échangé contre une maison. Et c'est bien souvent comme ça qu'on raconte nos histoires. Nous ne maîtrisons pas assez le storytelling, l'art de raconter des histoires. Nous racontons des récits. Nous disons, il s'est passé ça, ça et ça, et on s'arrête là. On ne prend pas le temps d'aller dans le détail, de créer des effets, des émotions, de suivre une structure et d'appliquer tout un tas de techniques qui vont nous aider à être plus captivants et utiliser des storytelling à un niveau psychologique. C'est donc le thème de cette conférence. Convainquez et inspirez avec des storytelling psychologiques. Commençons par voir ensemble la structure d'un storytelling parfait, impactant et psychologiquement inspirant. C'est une structure que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui se compose de 7 étapes clés. Commençons par la première étape, la promesse. Oui, vous allez poser le cadre. Oui, vous allez dire ce qui va se passer, comment ça va se passer, les personnages, l'intrigue, etc. Mais si dès le départ, vous voulez augmenter le niveau de suspense, vous devez promettre quelque chose à votre public. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi votre trombone vaut 50 000 $. À la fin de cette histoire, vous saurez comment faire pour ne plus être timide. Vous comprendrez comment raconter une histoire avec impact et éloquence. Évidemment, cette promesse doit être tenue. Évidemment, cette promesse doit être courte. Plus votre promesse est forte, plus vous avez un enjeu à tenir, mais plus vous avez aussi de chances d'être écouté de la part de votre public. Une fois que vous avez cette promesse, vous passez à l'exposition, un petit peu comme au théâtre. Vous allez exposer les personnages dans votre histoire, vous allez exposer l'intrigue, de quoi s'agit-il, quel est l'objectif, et vous allez parler un petit peu du cadre. Quand est-ce que ça se passe, fameux cadre spatio-temporel. Donc vous exposez personnages, cadre et l'intrigue. De quoi va parler cette histoire. Et très vite, étape 3, il va y avoir des incidents et des premières actions. C'est ce qui se passe dans Cendrillon, c'est ce qui se passe dans tous les films, toutes les séries que vous connaissez. Un début de problème, mais qui va être résolu. Car il s'agit là de petits problèmes et de petites solutions. Incidents que vous mettez en avant, actions qui permettent de résoudre ces incidents. La tension dramatique augmente. Petit à petit, les incidents sont de plus en plus récurrents, fréquents. Les actions pour les résoudre le sont aussi, jusqu'à arriver en bon français au point d'acmé, qu'on appelle également le climax. Le point d'acmé, c'est le problème principal que vit votre héros, vos personnages, ou que vous vivez vous-même lorsque vous faites des storytelling personnels. Et face à ce point d'acmé, la tension est à son paroxysme. On ne sait pas si vous allez vous en sortir, si la situation va s'améliorer. On ne sait pas comment vous allez vous en sortir. Plus l'histoire est bien racontée, plus le point d'acmé est haut et plus le doute est présent. On ne sait pas si Yacine va pouvoir s'en sortir. On ne sait pas si Sophie va pouvoir retrouver son job après ça. Suite à ça, avant d'arriver au dénouement, la résolution de l'histoire, vous allez repartir sur une phase d'action, d'incident. Action, incident. Cette phase est facultative si l'histoire est courte, mais vous allez essayer pour augmenter cette tension, d'avoir cette phase d'action, d'incident, un peu comme la troisième phase. Une fois que vous avez fait ça, on passe au dénouement. Le dénouement, c'est la résolution de l'histoire. Il y a eu un nœud avec le début des actions et des incidents, phase 3. Vous dénouez cette tension en disant ce qu'il s'est finalement passé. Finalement, cette personne, ce Canadien, Kyle MacDonald, a réussi à échanger son trombone contre une maison de 50 000 $. Le dénouement étant fini, si ceci n'est pas explicite, vous pouvez passer à la leçon, la morale, le message que votre histoire délivre. Si ce n'est pas explicite, si ce n'est pas compréhensible facilement, vous pouvez donc l'expliquer. Tout ça pour dire que les trombones ont une valeur et que les échanges peuvent permettre de développer, réaliser cette valeur que peuvent avoir nos objets les plus courants. Cette étape, promesse, exposition, action-incident, climax, point d'acmé, action-incident,
Dénouement, dernière étape, la leçon. Allez, je le mets en pratique. Avec une histoire que vous connaissez peut-être, à la fin de cette histoire, vous écouterez la musique très différemment, notamment la musique classique. Cette histoire est issue d'une expérience vraie qui a eu lieu en 2007 et qui a été réalisée par Joshua Bell. Alors Joshua Bell, c'est un petit peu le Michael Jackson du violon. Il apprend à jouer du violon à 7 ans, à 8 ans, il donne son premier concert. Et Joshua Bell, s'il a ce talent pour le violon, il est persuadé que la musique peut être appréciée de tous, qu'elle ne demande pas particulièrement de code, qu'elle ne demande pas d'avoir été éduqué. Et il veut éprouver cette intuition. Il se met à jouer du violon en étant habillé de façon tout à fait neutre dans un métro américain. Et il est persuadé que lorsqu'il jouera, les personnes s'arrêteront naturellement parce que, étant donné qu'il est un véritable virtuose de cet art, les gens vont être sensibles à cet art et ils s'arrêteront. Certes, il y a le métro à prendre, on est pressé, mais ils s'arrêteront et ils donneront beaucoup d'argent parce qu'il ne sera peut-être pas reconnu, mais la musique, la qualité de la musique, elle, sera reconnue. Et donc c'est ce qu'il fait. Un beau jour, il se déplace dans le métro, il a des vêtements assez bien faits pour ne pas le reconnaître et il se met à jouer. Il est un peu stressé au début, il se dit bon, j'ai jamais fait ça. La veille, il avait joué dans un super théâtre plein à craquer où les gens avaient payé plusieurs centaines de dollars la place. Il n'y a pas de raison que les gens ne s'arrêtent pas. Il se dit qu'il va jouer 1 heure et qu'en 1 heure, il pourra facilement arrêter 1000 personnes et que ces 1000 personnes donneront beaucoup d'argent. Et donc, il commence à jouer. Une première musique, une seconde musique, une troisième musique, quatrième. Et là, personne ne s'arrête. Personne. Une personne qui semble s'arrêter finalement prend son métro. Aucun succès. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Joshua Bell commence vraiment à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? La veille, je jouais, tout le monde m'appréciait, les gens payaient très cher ma place. Personne ne s'arrête. Jusqu'au moment où une personne s'arrête, le regarde dans les yeux. Joshua Bell est rassuré, il reconnaît ce regard. C'est un regard qu'il a vu la veille, qu'il a vu tant et tant de fois dans sa carrière. Rassuré jusqu'à ce qu'il analyse de plus près ce regard et qu'il se rende compte que la personne était terriblement agacée, terriblement énervée de l'entendre jouer aussi fort de bon matin alors qu'il devait prendre son métro. Joshua Bell est consterné, il est désemparé. À la fin de l'expérience, 6 personnes se sont arrêtées et il a obtenu à peu près 40 dollars. Je vous le disais, il est consterné. Il est consterné parce qu'il réalise que nous regardons sans voir, nous comprenons sans écouter et que la musique classique, la belle musique, demande véritablement des codes et que nous ne l'écoutons pas de manière innée. Voilà, dans cette histoire, vous avez vu différentes étapes. La promesse, je vous l'ai donnée dès le départ, un rapport différent avec la musique. L'exposition, Joshua Bell, sa carrière, l'expérience qu'il met en place, action-incident, petit stress. Et puis finalement, rien ne se passe jusqu'au moment climax, point d'acné, personne ne s'arrête jusqu'à ce qu'il y ait cette personne qui le regarde, il croit que cette personne l'apprécie, mais pas du tout. Action-incident, il est de nouveau consterné. Dénouement, l'argent obtenu, le nombre de personnes arrêtées. Résultat final, nous regardons sans voir.